Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tutos de bêtes sociaux, un podcast sur l'antiracisme et sur les luttes d'émancipation. Aujourd'hui, on va discuter de la question des conservatismes indigènes, entre guillemets, ou plutôt de manière plus générale, des conservatismes pratiqués par les personnes racisées. Plus particulièrement, on va s'intéresser à la question de savoir s'ils peuvent servir l'émancipation collective en tant que réponse au progressisme européen. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier mes amis Kebero pour l'identité graphique et Kevin Roiland pour le générique de début et de fin du podcast, ainsi que vous inviter à vous abonner sur Apple, Spotify ou Deezer et de noter 5 étoiles et laisser un commentaire si vous pensez que ça les vaut. Aujourd'hui donc, un épisode en 3 parties. Premièrement, on va revenir sur la définition du conservatisme, son origine historique et son rôle politique. Ensuite, on s'intéressera à son application politique dans les pays du Sud global, pour voir si cela correspond à un projet émancipateur. Enfin, on s'intéressera à la question du conservatisme des personnes racisées vivant dans le cœur impérial occidental et de son rôle dans nos sociétés et son influence sur les luttes d'émancipation. Dans la première partie de cet épisode, on va d'abord revenir sur les bases de ce qu'est le conservatisme comme idéologie. Quand est-ce qu'il apparaît ? Pourquoi est-ce qu'il apparaît ? Parce que même si c'est un terme qui est pas mal galvaudé, un terme que l'on retrouve utilisé de multiples manières, ça désigne quelque chose de très précis, le conservatisme. Ça désigne précisément l'idéologie qui naît en même temps que le progressisme. Ce sont deux idéologies qui sont nées en même temps, en partie à la fin du XVIIe siècle, mais qui trouvent tout leur sens à l'époque des Lumières, et particulièrement pendant la Révolution française. Le conservatisme se pose en réaction au projet progressiste de l'époque. Le projet progressiste, lui, postule de toujours aller plus loin, de toujours construire plus, de toujours plus utiliser les ressources qui nous entourent de façon à améliorer les conditions de vie de l'homme en partant du principe qu'il y a toujours un mieux atteignable. Le conservatisme, lui, d'un autre côté, répond « Attention, il y a un risque à toujours vouloir aller dans un sens, entre guillemets, à aller de l'avant. Et donc, le conservatisme serait l'idéologie qui dit « stop », l'idéologie qui dit quand est-ce que le progressisme va trop loin. En réalité, on remarque très rapidement, par rapport aux personnes qui sont celles qui portent la pensée conservatrice, leur position dans la société, ainsi que les projets politiques qu'elles mettent en place quand elles arrivent au pouvoir, que le conservatisme n'est pas simplement l'idée de dire stop ou l'idée de revenir à ce qui a été. On pourrait utiliser une expression que j'emprunte à Matthew Sitman, un journaliste et auteur américain spécialiste du conservatisme, qui le présente comme étant la volonté politique de mettre en place un monde basé sur la nostalgie d'un monde qui n'a jamais existé. En réalité, le conservatisme n'est pas un simple miroir du progressisme. Ce n'est pas simplement le fait de vouloir retourner dans le passé. C'est bien la volonté de créer un monde qui serait inscrit dans une réalité sociale ancestrale passée et qui trouverait sa légitimité là-dedans. Le conservatisme, même s'il peut se baser sur des réalités passées, même s'il peut se baser sur des hiérarchies passées, est une volonté de créer une nouvelle société à partir de ce qui existe déjà, en renforçant une certaine image du passé qui correspond aux personnes qui se réclament de ce conservatisme.
Cette certaine image du passé, elle n'est pas anodine. Elle porte un poids politique et une réalité sociale. C'est celle des hiérarchies de pouvoir ancrées, c'est celle du reniement des avancées sociales et politiques de la Révolution, c'est la volonté de réinstaller l'ancien régime, entre guillemets, parce que comme on l'a vu, le but n'est pas de revenir à une quelconque réalité passée, mais de revenir à une vision du passé qui sert les personnes qui défendent les idéologies conservatrices. On insiste sur le fait qu'il y a des personnes supérieures socialement à d'autres, que ce soit par statut de nobilité, ou parce qu'ils sont blancs, ou des hommes. Le conservatisme repose sur le fait de défendre l'ordre naturel des choses, entre guillemets. Donc, par définition, le conservatisme est une idéologie qui renforce un certain nombre de hiérarchies de pouvoir. Surtout, un point très important, comme je vous l'ai dit, le progressisme et le conservatisme sont apparus au même moment, sont globalement des frères de portée, sont des frères jumeaux. Et la réalité, c'est que dans beaucoup de projets progressistes tels qu'ils s'expriment au niveau international, une fois que les Européens l'intègrent dans leur vision de la colonisation, c'est qu'on retrouve beaucoup d'aspects conservateurs dans ces projets. Par exemple, la mission civilisatrice repose sur cette idée de civilisation européenne qui aurait existé, qui serait supérieure aux autres, qui aurait des savoirs universels à transmettre aux autres. Donc, c'est présenté sous un genre progressiste, mais en réalité, c'est une structure de pensée conservatrice. Il en va de même avec des idées, comme par exemple la destinée manifeste aux États-Unis, qui est une forme de pendant à la mission civilisatrice européenne, particulièrement française, qui, encore une fois, repose sur des structures qui peuvent paraître progressistes, le fait d'aller plus loin, d'exploiter plus de ressources, de conquérir le continent américain, mais en réalité, qui sont des structures, encore une fois, conservatrices, par rapport à cette idée de supériorité civilisationnelle, mais aussi par rapport à l'idée de terra nullius, l'idée même qu'il n'y aurait personne sur les terres à conquérir. C'est une idée qui renvoie à une forme d'imaginaire qui n'a jamais existé, d'une terre qui serait bonne à prendre pour les Européens et qui serait libre de toute personne. Et puis, surtout, si on revient aux bases de ce qu'est le projet progressiste, c'est-à-dire l'idée d'apporter une forme de progrès émancipateur aux personnes, ça ne s'applique juste absolument pas aux victimes d'un projet comme la destinée manifeste américaine, puisqu'elles ont été victimes d'un génocide, que leurs terres ont été confisquées, et qu'aujourd'hui, les ressources qui sont présentes sur ces terres sont surexploitées au point de mettre en danger l'équilibre écologique de la planète. Résumons donc ce premier point sur l'idéologie. D'abord, le conservatisme, tel qu'il a été conçu en Europe, est une pensée qui, de manière assez manifeste, combat les émancipations. D'abord sur les questions politiques, ensuite sur les questions sociales. C'est une idéologie qui sert à garder la société dans un certain état, mais quand on dit ça, en réalité, on ne veut pas dire que le conservatisme cherche uniquement à défendre le statu quo, ou uniquement à défendre une société qui ne bouge pas. Au contraire, c'est une idéologie qui est très consciente des dynamiques de pouvoir. Ce qu'elle veut pouvoir garder en place, ce sont les dynamiques de domination. L'idéologie conservatrice va s'adapter, éventuellement, aux différents mouvements sociaux, aux différents mouvements de revendication qui vont apparaître dans les sociétés européennes, mais toute forme de réaction face à celle-ci auront pour but de garder les mêmes formes de dynamique de pouvoir, même si elles ne prennent pas les mêmes atours esthétiques. Ça, c'est pour pouvoir revenir sur la base de ce qu'est le conservatisme, là où il est né en Europe, au sein de la pensée moderne. Je tiens à faire un tout petit aparté. Quand je parle de pensée moderne, il ne faut pas confondre avec l'utilisation habituelle du terme moderne qui voudrait dire contemporain, récent.
Ici, moderne désigne l'époque moderne et ce qui en est venu. L'époque moderne, c'est l'époque des Lumières, globalement. Quand je dis que il s'agit d'une pensée moderne ou que nous sommes des sujets politiques modernes, c'est-à-dire des sujets politiques tels que pensés à l'époque des Lumières et de la Révolution française, notamment. Maintenant, on va se tourner vers l'implantation du conservatisme à travers le monde, particulièrement le Sud global. Comment est-ce qu'il apparaît et surtout, effectivement, est-ce qu'il y a une certaine portée émancipatrice aux formes qu'il prend dans ces territoires, notamment quand il s'agit de répondre à des projets qui se présentent comme étant progressistes, venant d'Europe, et qui voudraient donc servir une approche quelque peu civilisationnelle, une approche où on considère que le progrès est nécessaire, qu'il n'a qu'un seul sens, qu'il n'y a qu'une seule manière d'atteindre de meilleures conditions de vie, c'est-à-dire imiter les modèles de développement européens et nord-américains. Donc, est-ce que le conservatisme qui s'est développé dans le Sud global est une réponse émancipatrice à ces approches ? La première chose à faire, c'est un constat sur quels sont les différents mouvements conservateurs dans le Sud global, comment sont-ils apparus, et quelles sont leurs relations avec les puissances impériales. Si on devait résumer cette dynamique, on pourrait la diviser en deux étapes distinctes. Celle qui va de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale d'abord, parce que c'est à ce moment-là que les États européens, notamment, se partagent l'Afrique, avancent dans leur colonisation de l'Asie, installent des comptoirs en Chine. On est vraiment sur l'apogée du colonialisme européen, et en même temps, on est sur l'apparition et la formation des idéologies faites pour pouvoir y répondre. Ce qui est important à souligner, c'est que les idéologies faites pour pouvoir répondre à la colonisation et au capitalisme ne sont pas complètement indépendantes et n'ont jamais été complètement indépendantes de la réalité moderne du colonialisme et du capitalisme. Même si les idées peuvent être autochtones, même s'il y a des formes de pensée, d'agir autochtones qui peuvent y apparaître, ce sont des mouvements qui sont construits par des personnes qui sont des sujets politiques modernes, parce qu'ils ont subi la colonisation, parce que leur manière d'intellectualiser ce qu'est la colonisation passe par l'utilisation d'outils venant de la pensée moderne, et donc de la pensée soit progressiste, soit conservatrice à certains moments, mais telle qu'on l'entend au sens européen du terme, simplement adaptée à leur contexte. Cette question de savoir qui est conservateur dans le Sud global apparaît avec les autres mouvements venus aussi d'Europe, donc le progressisme, mais aussi et surtout le nationalisme. Qui est conservateur ou progressiste s'exprime dans d'autres mouvements encore plus larges, faits pour créer des situations de masse de façon à défendre des projets anticoloniaux, des projets d'indépendance, plus précisément, généralement des nationalismes, par exemple, ou à des pensées panafricaines ou panarabistes aussi. Ces projets politiques, qui apparaissent pour répondre à la réalité coloniale, étant formés dans ce cadre moderne, même s'ils en rejettent certains aspects, conservent donc ces bases idéologiques. En prenant le point de vue des relations entre les territoires du Sud global et ceux du cœur impérial occidental, on peut se demander qui est le plus proche des pays occidentaux. Qui est le plus proche des pays occidentaux, c'est-à-dire quels sont les groupes politiques qui à l'origine défendent les intérêts des pays occidentaux sur ces territoires du Sud global avant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ce sont les régimes conservateurs. Ce sont les régimes militaires en Amérique du Sud qui ont été installés par les États-Unis ou soutenus par les États-Unis une fois qu'ils ont été mis en place par des acteurs autochtones. Ce sont aussi les gouvernements du Golfe arabique, particulièrement la famille Al Saoud, fondateur de l'Arabie saoudite,
qui très tôt crée un lien exclusif avec les Américains pour pouvoir se distinguer des Britanniques, mais juste à côté de l'Arabie Saoudite, par exemple, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Qatar, eux, sont en lien avec Londres, et ce sont tous des gouvernements qui sont installés avec des idéologies conservatrices très fortes dès le début, et qui ont, dès le début, des relations très symbiotiques avec les pouvoirs coloniaux qu'ils conservent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces formes ont tendance à être celles que prennent les mouvements conservateurs d'avant la Seconde Guerre mondiale? Et pourquoi est-ce que ce sont eux qui sont les plus proches des mouvements impérialistes, des mouvements coloniaux? Eh bien, c'est simplement parce que l'idéologie conservatrice, comme on l'a vu à la base, est une idéologie qui favorise le renforcement des structures de pouvoir et des hiérarchies sociales telles qu'elles existent, et donc de l'exploitation. Donc, ce sont des structures qui à la fois renforcent le pouvoir des élites locales, qui leur permettent d'installer leur vision de l'organisation sociale, et par là même de construire leur pouvoir étatique. Ce sont aussi des structures qui permettent de garder la place avantageuse des pouvoirs impérialistes dans l'économie politique de ces territoires. La deuxième période à observer est celle post-Seconde Guerre mondiale, celle de la guerre froide. C'est ce deuxième moment où on a ce bouillonnement entre pensée progressiste, conservatrice, nationaliste, ce bouillonnement de pensée au niveau du Sud global de façon à pouvoir s'émanciper du joug colonial. La chose qu'on remarque, c'est que la plupart des mouvements nationalistes au début de la guerre froide sont avant tout ça, nationalistes. Ce qui est important pour eux, c'est de se débarrasser du poids posé sur leur société par leurs colonisateurs européens et de rentrer dans ce qu'on commence à appeler le concert des nations, selon leurs propres termes. Ça peut désigner une réalité plus ou moins populaire en fonction des dynamiques à l'intérieur du pays, en fonction de s'il y a une élite qui est capable de capturer les discours des mouvements de masse dans le pays, ou alors si on est plus face à des mouvements révolutionnaires où la masse prend plus d'importance. La majorité de ces mouvements nationalistes ne se réclament pas nécessairement d'idéologie communiste ou marxiste, comme on l'a vu plus tôt. Tous ces mouvements nationalistes ont en leur sein des pensées progressistes et conservatrices qui se retrouvent parce que l'urgence, à ce moment-là, est considérée comme étant celle de la décolonisation, le fait de se débarrasser de l'emprise impériale. Mais ce qu'on observe, systématiquement, c'est que quand ces mouvements nationalistes, d'une manière plus générale, vont essayer de mettre en place des mesures progressistes, pour le coup, des mesures qui leur permettent de récupérer des ressources et les redistribuer au niveau de leur masse, de leur population, des mesures qui iraient dans le sens d'un progrès pour la population, de construction d'infrastructures, de retournement de cette dynamique économique pour pouvoir profiter à leur population, ils sont immédiatement désignés comme étant ennemis du bloc impérial occidental. Bien évidemment, le bloc impérial soviétique a ses propres dynamiques, ses propres problèmes, mais ils sont principalement concentrés en Europe à cette époque, et c'est une thématique sur laquelle on va pouvoir revenir une autre fois, probablement avec un invité. Mais en s'intéressant à la relation du bloc impérialiste occidental, on peut déjà observer quelque chose de très important. C'est que, dans ce moment de guerre froide, les États-Unis sont à la recherche de l'extrême stabilité et surtout d'une forme d'extrême loyauté à leur égard. Les États-Unis ne définissent pas leurs ennemis sur la scène géopolitique selon qui est un allié ou un État client de l'URSS, mais comme n'importe quel territoire qui ne sert pas directement les intérêts économiques, politiques et militaires de la nouvelle première puissance. On peut penser à deux exemples en Amérique latine qui sont assez parlants. Deux projets progressistes, en quelque sorte, mais pas forcément les projets les plus radicaux de gauche qui aient jamais existé. Le Chili de Salvador Allende
et la révolution cubaine de 1959. Bien sûr, Cuba, aujourd'hui, on voit le Che Guevara, on voit la révolution communiste, etc. Mais à la base, la révolution cubaine ne se veut pas ouvertement communiste. Elle cherche à avoir de bonnes relations avec les États-Unis, et c'est l'administration Eisenhower qui va faire monter les tensions avec Cuba, parce que Cuba propose un modèle alternatif, progressiste, qui passe notamment par une nouvelle répartition des terres et par une nationalisation d'un certain nombre de ressources. C'est à partir de ce moment-là, précisément, que les États-Unis vont commencer à faire d'autant plus pression pour que Cuba revienne pleinement dans leur giron colonial, où ils étaient avant la révolution de 1959. Les Américains vont éventuellement échouer à renverser la tendance et pousser Cuba pleinement dans le giron soviétique, tout en faisant un État paria dans le bloc occidental. Le cas du Chili de Salvador Allende est l'exemple où le coup d'État a réussi. Mais encore une fois, le projet de Salvador Allende, c'est de la social-démocratie à la suédoise. Il y a des pays européens qui ont des économies politiques qu'on pourrait considérer beaucoup plus de gauche que ce que voulait faire Salvador Allende. Il défend, là encore, un projet de nationalisation des ressources naturelles, de répartition de base des richesses, de promotion de l'éducation et de la santé publique. Cette situation mettant en danger ouvertement les intérêts coloniaux, contrairement au cas des États européens, il faut y mettre un terme en mettant en place un pouvoir extrêmement conservateur, idéologiquement néolibéral et soutenu par l'armée par une violence folle, de façon à pouvoir garder en place les dynamiques de pouvoir et les hiérarchies qui servent le cœur impérial occidental. On trouve par ailleurs des exemples de tels actes à travers tout le sud global, par exemple au Cameroun ou en Indonésie aussi. En fin de compte, ce qu'on observe, c'est que les mouvements conservateurs, les groupes qui se revendiquent d'idées conservatrices, qu'elles soient économiques, c'est-à-dire purement liées au travail, ou alors qu'elles soient plus sociales, liées aux questions de genre, liées aux questions d'hétéronormativité, etc., sont des groupes qui, soit ont été littéralement mis en place par le cœur impérial, soit qui ont profité du fait que le cœur impérial occidental fasse tout pour que les projets progressistes échouent. On observe d'ailleurs aujourd'hui la même dynamique se développer dans la tentative du pouvoir russe de développer son empreinte impériale sur d'autres continents, notamment en Afrique. On observe que là où les ambitions impériales russes s'expriment, elles ne se retranscrivent pas uniquement dans les politiques mises en place au niveau local qu'à travers un rapprochement géopolitique, mais par le fait de mettre en place un ensemble de mesures conservatrices, soi-disant pour pouvoir se distinguer de l'Ouest et de sa vision progressiste, entre guillemets, de la société. Alors que l'Ouest est encore le lieu où le conservatisme vit le mieux. Cependant, le symbole de l'éloignement de ces pays du giron européen serait l'application de lois particulièrement réactionnaires sur les questions de genre et sur les questions de sexualité. Ces lois et ces actes, comme tout ce qui relève de la pensée conservatrice, sont inscrits dans l'idée d'une ancestralité, du fait qu'il s'agirait de retrouver sa réelle identité, contrairement à ce que l'Europe a imposé. En réalité, il s'agit là d'actes qui entrent dans la continuité de la politique coloniale européenne et du renforcement du contrôle social qui sert, comme dans toutes les situations où il y a d'autant plus de contrôle social, d'abord les élites locales et au-delà les élites impériales, hier françaises, aujourd'hui russes. On doit évoquer aussi le cas des États et organisations qui gravitent autour de l'Iran et qui, de par leur présence en Asie occidentale, le Moyen-Orient entre guillemets,
et leur positionnement antisioniste se sont autoproclamés axes de la résistance, puisqu'ils sont le premier rideau face au projet colonial occidental dans la région. On cite parmi ces nombres, en plus de l'État iranien donc, les Houthis du Yémen, le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine occupée. Là encore, il faut replacer deux réalités historiques. Le Liban, le Yémen et la Palestine, les pays où on retrouve ces organisations de l'axe de la résistance, sont tous des territoires qui ont connu des organisations anticoloniales, résolument radicales, socialistes même dans le cas du Yémen, et qui ont toutes été détruites par les actions des pouvoirs coloniaux occidentaux. Le fait qu'il ne reste que des organisations réactionnaires dans ces champs politiques est le résultat de cette réalité. L'Iran fait forme d'exception, puisque le pouvoir réactionnaire à la tête de l'État était un acteur parmi d'autres, progressistes et communistes, pendant la révolution iranienne. La promesse était celle d'une ère nouvelle, où ces mouvements discuteraient de comment créer un projet d'émancipation, notamment du joug américain. Ce sont des manœuvres politiques internes qui sont à l'origine de la position hégémonique qu'a aujourd'hui le courant réactionnaire religieux qui dirige le pays. L'axe de la résistance, bien qu'il résiste effectivement à l'urgence de la colonisation génocidaire israélienne, n'était pas pour autant voué à être composé de groupes réactionnaires religieux. C'est une autre expression de la même dynamique d'élimination des mouvements progressistes. Le troisième aspect de cette question du conservatisme qu'il faut explorer pour étudier ces questions du rôle émancipateur des conservatismes indigènes, tels que pratiqués par les personnes racisées, est celle de la réalité de la racisation dans le monde occidental. À savoir, si la réaction face à ce qui se présente comme étant le progressisme dans le monde occidental peut nous mener à l'émancipation. L'idée, souvent derrière tout ça, serait que le conservatisme, que conservent les personnes racisées dans leur milieu social, dans leurs interactions sociales, est une réponse à un progressisme construit pour pouvoir les stigmatiser. Il serait donc à la fois inévitable, puisque le résultat de leur racisation, mais aussi un outil nécessaire pour pouvoir mener à l'émancipation de ces groupes, puisque intrinsèque à leurs conditions. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle crée une forme d'essentialisation de ceux qui sont des idéologies politiques. Et surtout, elle lie cette essentialisation à la racisation, au fait de vouloir rejeter une pensée européenne qui serait celle du progressisme et qui prendrait la forme hypocrite du pinkwashing ou de la mission civilisatrice, mais ici réduite aux établissements scolaires, en France par exemple. Le conservatisme des personnes racisées serait donc avant tout le résultat d'un backlash. Le premier problème avec cette approche est que le conservatisme est une pensée européenne avant tout. C'est une manière européenne d'organiser la société et de garder un certain ordre social, une certaine forme de hiérarchie sociale permettant l'exploitation au sein de notre économie politique. De ce fait, même nous en tant que personnes racisées, même nous en tant que personnes privées de certains pouvoirs politiques, pouvons renforcer ces idées. L'idée d'un backlash n'est pas anodine. Elle vient avec celle que les idées progressistes provoqueraient d'elles-mêmes la réaction et le conservatisme quand ces idéologies servent aussi un rôle politique précis pour ceux qui les mobilisent, racisés ou non. Quand je dis quand ces idéologies, je parle des idéologies conservatrices. Les idéologies conservatrices jouent un rôle en elles-mêmes, ne sont pas juste le résultat d'un backlash. Tous les retournements de stigmates ne sont pas positifs par vertu d'être des retournements de stigmates. L'autre point, c'est celui de l'essentialisation qui va avec une telle idée. L'essentialisation autour du fait de penser que
les personnes racisées auraient par vertu de leur racisation, de la condition sociale qui en découle donc, des idées plus conservatrices, des positions politiques qui les rendraient promptes à rejeter les mouvements sociaux et les idées autour de la remise en question des rôles de genre, de l'hétéronormativité, des questions de validisme, etc. En réalité, en essentialisant les choses de la sorte, on nourrit exactement le langage de la mission civilisatrice. C'est un autre côté de la même pièce. Les personnes racisées seraient, même si c'est à cause du backlash face au pinkwashing ou à cause du backlash face à la mission civilisatrice, plus promptes à rester sur des positions conservatrices de façon à pouvoir se protéger ou de façon à pouvoir ne pas se voir phagocytées, assimilées par la société blanche. Pour résumer, le conservatisme n'est pas un retour à une réalité passée. C'est un acte volontaire de construction d'une société sur un certain nombre de valeurs. De valeurs qui sont construites principalement en Europe et qui, même si elles trouvent des échos dans nos cultures autochtones, que ce soit sur les hiérarchies de genre ou le rapport du religieux à certaines formes de vie non hétéronormatives, le conservatisme reste l'acte de créer une nouvelle forme de société avec des visions idéalisées de ces hiérarchies, et ces visions idéalisées sont faites pour pouvoir renforcer les hiérarchies en place aujourd'hui. En s'intéressant d'un autre côté à la pratique électorale, on peut rappeler que la majorité des personnes racisées votent à gauche, tout en sachant que la gauche est le côté qui défend le mariage des personnes homosexuelles, celui qui défend de manière matérielle la capacité des femmes à avoir un accès à plus d'égalité sociale, celui qui défend d'une manière générale le fait que tous les individus aient plus de droits civiques. C'est la réalité politique des personnes racisées vivant en Europe. Même si, comme la plupart des comportements électoraux des personnes vulnérables, on peut y voir une forme de dépit, de protection, en votant simplement pour le moins pire. Il est important de noter où les personnes racisées, dans leur globalité, situent ce moins pire. Il n'y a aucune raison de penser que les personnes qui agissent de la sorte seraient d'autant plus rebutées si on élargissait notre compréhension de l'antiracisme, du moins pire, entre guillemets, à des questions moins conservatrices, si on remettait en question l'hétéronormativité, si on remettait en question d'autant plus les rôles de genre. Il n'y a rien qui suggère que les personnes ne savent pas reconnaître de quel côté on va pouvoir agir en leur sens, de quel côté ils vont pouvoir prendre de l'espace pour pouvoir faire savoir qu'ils existent. Et ceci n'est pas simplement par pure idéologie, mais c'est aussi parce que la majorité des personnes racisées ne subissent pas que la racisation comme mode de domination et agissent en conséquence. On arrive alors au dernier point, et le plus important il me semble. Considérer que les conservatismes racisés puissent être émancipateurs, c'est ne pas se poser la question « pour qui ?» Une chose qui est constante avec toutes les formes de conservatisme, c'est qu'ils rejettent la possibilité de déconstruire un certain nombre de structures de pouvoir. Même si la liste de structures de pouvoir défendues n'est pas la même d'un conservatisme à un autre, tous les conservatismes défendent un certain nombre de structures de pouvoir. Donc, tous les conservatismes sont des idéologies qui, au minimum, laissent une partie de la population, toujours les plus vulnérables, au bord de la route, et, au pire, intellectualise et réfléchit comment elle peut d'autant plus exploiter ces populations. Il est important de ne jamais oublier qu'accepter des groupes plus exploités autour de nous, c'est se rendre vulnérables, nous tous, à l'exploitation, étant donné que l'exploitation fonctionne au chantage. Je vais finir sur 2 points qui me paraissent particulièrement importants. Le premier, c'est que
Très souvent, dans certaines discussions au sein du cœur impérial, quand on est entre Français, entre Américains, racisés, décoloniaux, on peut se reposer sur des positions de personnes qui habitent en territoire colonisé et qui sont dans l'urgence de la survie, de façon à justifier nos positions. Cela va à l'encontre d'une approche matérielle de la réalité. Nous ne sommes pas dans la même condition que ces personnes colonisées. Ce qui fait notre différence fondamentale avec ces personnes, c'est le fait qu'on a du temps et des ressources, en tout cas encore un peu. Ce temps et ces ressources doivent nous permettre de faire ce qu'eux ne peuvent plus faire, soit parce que leur situation empire, soit parce qu'ils sont en train d'être vidés de leur temps et de leurs ressources bien plus rapidement que nous par la super-exploitation. Notre rôle, en tant que militants antiracistes vivant dans le cœur impérial, doit être de profiter de ce temps et ces ressources pour attaquer les hiérarchies de pouvoir sur tous les fronts possibles parce qu'elles sont consubstantielles. Mon tout dernier point sera sur le rôle que joue cette idée que les conservatismes indigènes, entre guillemets, ou racisés, pourraient avoir des aspects émancipateurs, à la fois pour les conservateurs racisés en Europe, et d'autre part pour les blancs particulièrement de gauche. Pour le premier, cette idée permet d'essentialiser leur position, de la présenter comme étant immuable, représentatrice de la vraie identité des racisés, séparés des blancs, séparés de l'identité européenne. Pour les seconds, cette naturalisation des positions conservatrices des racisés peut jouer deux rôles. Soit confirmer qu'il s'agit là d'un groupe barbare, de racailles à éduquer, en toute bienveillance bien sûr, parfois sur comment être un bon racisé. Ça arrive que des personnes blanches viennent dire à des militants LGBT racisés qu'ils détournent et rebutent les gens de la question principale de l'antiracisme parce qu'ils l'ont entendu d'autres acteurs racisés. Ou alors, celui de représenter une vision fantasmée du vrai peuple qui ne s'intéresse pas aux questions, entre très grands guillemets, sociétales. Et ça, c'est une extension d'un acte qui a lieu chez une certaine élite de gauche blanche, qu'ils appliquent aussi aux blancs les plus pauvres, et donc bien sûr par extension aux racisés, qui sont un groupe plus vulnérable. Où on a une certaine vision fantasmée, rêvée du bon prolétaire, du bon ouvrier, qui ne s'intéresserait pas aux questions sociétales, donc aux questions de genre, aux questions d'hétéronormativité, et qui ne s'intéresserait qu'aux questions liées au travail, à l'économie. Cela justifierait pour eux de ne pas avoir à s'intéresser à ces questions, voire même de s'en éloigner, par crainte de ne pas parler à la réalité de ce vrai peuple. Je voudrais conclure en disant que si aujourd'hui on observe que dans le Sud global, il y a une majorité de mouvements conservateurs, je le rappelle, c'est avant tout à cause de l'action des impérialistes, non pas par backlash, mais parce que ceux-ci ont été détruits, ont détruit nos propres héritages progressistes et radicaux. En réalité, les groupes dominés, les groupes vulnérables sur Terre, racisés et autres, ont, en plus de leurs imaginaires politiques autochtones, une tradition de plus de 100 ans de mouvements radicaux, émancipateurs, progressistes modernes, qui redonnent son sens à ce terme, faisant ce qu'on appelle une sortie par le haut. Des militants penseurs comme W.E.B. Du Bois, Claudia Jones, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, mais aussi plus récemment les organisations de personnes indigènes en Amérique du Nord qui se battent à la fois contre l'exploitation de leurs terres et contre les violences sexuelles que subissent les femmes de leur communauté des mains de la police, en sont les dignes représentants.
Le but est de se réapproprier le progressisme. On dit non, la mission civilisatrice n'est pas quelque chose de progressiste. Non, la destinée manifeste, ce n'est pas quelque chose de progressiste. Si on doit travailler à un avenir progressiste, émancipateur pour toutes les personnes, il faut construire des projets qui prennent en compte les demandes de droits, les besoins qui sont essentiels à la survie des personnes les plus vulnérables dans chaque situation de domination qu'elles rencontrent. On a plus de 100 ans de tradition de pensée radicale, autochtone, racisée, qui peuvent nous servir de base pour pouvoir répondre au néolibéralisme idéologique occidental, au projet impérial russe, ou alors à la tentative de la Chine d'essayer de sauver le capitalisme de lui-même. Il me semble bien que c'est dans ces traditions, celles que le cœur impérial a toujours considérées comme étant son plus grand ennemi, celles qui sont le plus grand danger à l'ordre, parce que ce sont les traditions qui remettent en question le cadre social, qu'on va pouvoir trouver des solutions qui correspondent aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Puisque ce sont celles qui nous permettent de déconstruire les hiérarchies qui nous exploitent et d'y opposer des alternatives politiques qui prennent en compte les besoins des plus vulnérables. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Pensez, s'il vous plaît, à noter et laisser un commentaire pour que les gens puissent trouver le podcast. Merci de votre soutien jusqu'à maintenant et au revoir.